Merci, Monsieur le Président. Juste avant de parler brièvement des orientations budgétaires, juste rajouter à ce qu'a dit André Abrouille sur le fonctionnement de la Commission des finances. Je pense qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être une commission où il n'y ait pas le débat. Et je pense honnêtement qu'on se pose souvent des questions de fond, qu'on essaye chacun d'y apporter un éclairage. Et je crois pouvoir dire avec l'aide des services qui répondent effectivement toujours à nos attentes que la demande de Véronique Ablin est justifiée puisque nous avions la répartition des aides par département et que nous avons demandé il y a quelques semaines la répartition par territoire, par notamment agglomération, et que c'est une demande donc, qui est déjà en cours. Et donc sur lequel il faudra qu'on revienne et qu'on partage évidemment le résultat. Sur l'exercice aujourd'hui des orientations budgétaires, c'est un exercice qui d'habitude est un exercice où l'exécutif partage ses orientations générales. C'est en général une discussion assez politique, assez peu fiabilisée, objectivée par des chiffres. Reconnaissons ici que, et là encore, je ne voudrais pas tirer la couverture sur le travail de la Commission des finances, mais que je crois pouvoir dire que c'est sous l'impulsion de celle-ci que nous avons défini un certain nombre d'outils pour avoir une prospective financière de ces orientations budgétaires. Et que si on peut les critiquer, les challenger, elles ont au moins le mérite d'exister et de nous donner un certain nombre de bases à notre réflexion. Je pense notamment à la notion du compte administratif anticipé. Et là, je voudrais là aussi donner acte au service sous l'égide d'André Abrouille de nous donner ces outils qui est peut-être le bâton pour se faire battre, mais qui est au moins utile pour avancer dans notre réflexion et essayer d'objectiver nos constats, parce que sinon on se renverra toujours la patate chaude entre la critique systématique et puis le satisfecit généralisé, et je crois qu'il faut essayer d'objectiver pour que chacun y voit clair. Et donc sur ces objectifs, sur les orientations budgétaires, moi je voudrais vraiment insister sur les orientations financières, et de dire qu'on pourrait discuter effectivement de la fiabilité de ces prospectives. Par définition, c'est des projections, donc c'est très compliqué pour nous de les remettre en cause ou de les challenger, d'autant que nous n'avons pas dans le détail la construction, l'ensemble des éléments qui construisent ces orientations financières liées à ces objectifs budgétaires. La question des hypothèses retenues, du retraitement, souvent, honnêtement, on jongle beaucoup avec les retraitements pour des montants très significatifs, ce qui rend parfois honnêtement peu aisé les conclusions à tirer. Mais moi je propose qu'on mette ce débat très technique en dehors de l'intervention et qu'on s'appuie sur les chiffres que vous nous donnez à l'occasion de ces orientations budgétaires. Et c'est intéressant de partir des constats qu'on a déjà faits, qui sont relevés par la Chambre régionale des comptes. J'entends Monsieur Delpera qui trouve que la Chambre régionale des comptes a été un peu sévère, si je le comprends ici. Je ne l'entendais pas être aussi sévère lorsque la Chambre régionale des comptes pointait d'autres sujets qu'elle a eu par ailleurs à aborder dans les derniers mois. Donc je crois qu'il faut, là encore, prendre la situation pour ce qu'elle est. Et personne ne pourra dire que la situation ne s'est pas détériorée depuis 2015 et depuis l'arrivée du mandat. On peut dire que sur l'année écoulée et sur la perspective 2019, par un mécanisme de recettes, une dynamique des recettes, l'épargne brute, ce qui relève la Chambre régionale des comptes, va s'améliorer sans doute cette année, légèrement. Mais ce qui est important de voir, c'est le trend que l'on est en train de suivre. Et si on regarde la tendance, qui est d'ailleurs noir sur blanc dans les tableaux que vous nous présentez, la tendance sur l'épargne brute anticipée entre 2019 et la fin 2021, je suis regretté de vous dire, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et je peux citer les chiffres, 20% pour 2019,
ce qui peut paraître d'ailleurs un peu ambitieux, mais dont acte. 2020, 15,7% et 2021, 16%. Donc bien loin des 20% que l'on souhaite afficher à la fin du mandat. Je rappelle le chiffre, 16% en 2021 sur un compte administratif anticipé. C'est pas moi qui le dis, c'est votre administration. Pareil, si l'on regarde la question de notre capacité de désendettement. Si on tire la ligne, si on tire le fil, on sera, et en prenant des objectifs, des hypothèses, qui me semblent encore assez ambitieuses, on sera en 2020 à un peu plus de 6 ans de capacité de désendettement et à 6 ans et demi en 2021. Avouez qu'on se rapproche quand même assez dangereusement des 7 ans qui est pour nous, qui est pour vous, Monsieur le Président, le seuil limite que vous êtes fixé à ne pas dépasser. 6 ans et demi au lieu de 7, il suffit qu'on ait un accident de parcours sur une recette, sur une dynamique de recette un peu plus défavorable que prévu, et nous aurons dépassé le seuil d'alerte. Tout ça dans un contexte, la Chambre régionale des comptes le rappelle, d'un investissement qui n'est, là encore, je ne vais pas y revenir, vous êtes expliqué là-dessus, mais la Chambre régionale des comptes le dit elle-même, dans un cadre où l'investissement est très inférieur aux 800 millions d'euros, qui est déjà inférieur à l'objectif initial. Je rappelle que sur le taux d'investissement, on va être dans les prochaines années aux alentours de 27-28% de la proportion budgétaire réservée à l'investissement, bien loin des scores historiques de l'Aquitaine qui dépassaient les 40% à la grande époque. Donc on peut remettre en cause les constats de la Chambre régionale des comptes. On peut discuter des hypothèses, on peut toujours voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Je pense qu'on ne peut pas faire, c'est comme si de rien n'était, et ne pas prendre les remarques de la Chambre régionale des comptes ou de temps en temps de la Commission des finances ou des membres ici de l'ensemble des porte-paroles des différents groupes d'assemblée pour dire quand même qu'il y a, à mon avis, une tendance qui est défavorable à nos finances régionales. Alors la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on peut en tirer et ce qu'on peut faire. Moi je pense que sur cette dégradation, il y a les facteurs externes. Vous en parlez souvent. Vous avez parlé du nouvel acte de décentralisation. Apparemment, ça ne sera pas pour ce coup-ci. Je le regrette comme vous. Je pense effectivement qu'un nouvel acte de décentralisation permettrait de redonner une marge de manœuvre supplémentaire aux régions afin qu'elles soient davantage responsables, je dirais, de leurs recettes et de leurs dépenses. Mais dans ce contexte où, a priori, le gouvernement ferme la porte, ça ne peut pas être une solution. Vous dites aussi que, je l'entends, et c'est en partie vrai, bien sûr, pour 2020, la dégradation va s'expliquer par des recettes dans le domaine de l'apprentissage qui ont évolué de façon défavorable pour la région. C'est exact, mais là encore, quand on ramène la proportion des recettes liées à l'apprentissage sur le volume global, on est à peu près à 8%, et on ne peut pas expliquer la dégradation uniquement par ce changement de paradigme sur l'apprentissage. Après, il y a la question de la clarification des compétences. Moi, le dernier paramètre exogène, je pense qu'on n'est pas encore assez clair vis-à-vis de nos compétences, et je pense que la région fait trop de choses, et je pense que, là encore, un jour, il faudra apprendre à se restreindre et apprendre à se concentrer sur nos compétences prioritaires. Ça, c'est, je dirais, les explications exogènes, celles dont nous ne sommes pas responsables ou moins responsables, et qui expliquent une partie de notre dégradation de nos finances. Mais il y a aussi des causes, je crois, internes, et je pense qu'il ne faut pas les passer sous silence. Je pense honnêtement que sur la question du saupoudrage, du recentrage, vous essayez avec votre administration de trouver des marges de manœuvre sur un certain nombre de politiques. Je l'ai souvent dit ici, et j'ai suffisamment accusé une précédente gestion régionale de saupoudrage pour pas reconnaître l'effort qui est fait dans ce domaine sur certains sujets. Mais c'est très loin, et vous le savez très bien, d'être suffisant. Et je crois qu'on n'aura pas d'inversion de tendance majeure sans que nous sortions d'un certain conservatisme concernant notre organisation et notre fonctionnement.
Je pense, j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais c'est ma conviction profonde, que au fond, nous gérons cette région avec les mêmes réflexes, les mêmes outils et les mêmes leviers organisationnels et administratifs que lorsque nous avions 3 régions séparées. Or, si l'on fait l'addition et que nous gardions les mêmes gestions, j'ai la conviction qu'en fait, on ne crée pas d'efficience et on crée des coûts supplémentaires parce que la complexité liée à la fusion des 3 régions nous oblige à augmenter un certain nombre de structures, à renforcer les équipes, et tout ça prodigue des coûts. Et de l'autre côté, on n'a pas de visibilité sur la façon dont on pourrait faire émerger de nouvelles solutions, de nouvelles conduites du changement pour éviter ces doublons, ces défauts de mutualisation. Alors évidemment, c'est un sujet énorme, on ne va pas régler l'affaire en 2, 3, 4 ans, peut-être même en un mandat. Mais là où je crois la critique peut être faite, en tout cas je la formule, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur ce chantier lié à la mutualisation des moyens, à l'harmonisation des outils et au fond à la région 2.0 qu'on peut appeler de nos voeux, qui permettrait, à mon avis, avec un changement profond de la façon dont on fonctionne, de dégager à moyen terme, peut-être même à long terme, mais des marges de manœuvre sur nos choix budgétaires et sur nos choix financiers. Je regrette par exemple qu'on ait un peu trop vite fermé la porte sur l'orientation qu'auraient pu avoir nos différents pôles régionaux. Je pense à Poitiers, je pense à Limoges, qu'on aurait peut-être pu thématiser. Ça va être une idée qu'on avait portée pendant la campagne, pour peut-être avoir un pôle éducation très fort à Poitiers, en mettant les moyens, y compris les catégories A et A+, décisionnels, à Poitiers, à Limoges, une autre organisation, peut-être pour déconcentrer Bordeaux, et ainsi essayer de trouver des synergies capables de dégager des marges de manœuvre. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardon d'avoir été un peu long, mais je pense que vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, vous satisfaire d'un statu quo dans notre organisation, parce que vous avez pleinement conscience, vous connaissez trop bien la mécanique régionale et la mécanique comptable et financière, pour penser que l'on peut tirer le fil comme ça, indépendamment de tout changement majeur, et s'en sortir d'un certain conservatisme qui est aujourd'hui, je crois, entretenu par notre organisation actuelle. Faute de quoi, je pense qu'on constatera d'année en année que nos ratios se dégradent, et ça sera peut-être pas pour la fin de ce mandat-là, mais peut-être pour début de l'autre, et vous verrez que les ratios et les objectifs que vous vous êtes vous-même fixés, eh bien, Monsieur le Président, ils ne seront malheureusement pas tenus. Donc voilà, la Commission des finances veut travailler sur ces sujets-là, souhaite faire des propositions en la matière, mais je crois que c'est qu'à ce prix-là que nous pourrons retrouver des marges de manœuvre pour les politiques territoriales. Merci beaucoup.